Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef, une histoire que j'espérais depuis longtemps me voir confier, celle du chef Arnaud Donquel. Son agenda est compliqué car vous le savez sûrement, il a la particularité de diviser son temps pour résumer entre deux restaurants réunis sous la bannière Cheval Blanc. Sauf qu'ils ne sont pas au même endroit, l'un se trouve à Saint-Tropez, l'autre au premier étage de la Samaritaine, au cœur de Paris, là précisément où en ce matin de novembre, il m'a donné rendez-vous. Il est 9h45 quand j'installe les micros dans le petit salon. Dehors, le ciel est chargé, le mercure frôle les 0 degrés, on sent que l'hiver va arriver et je me dis qu'on pourrait le passer ici, à regarder Paris, juste au-dessus de la Seine, au-dessus du va-et-vient des piétons, des files de voitures. Car non, ce restaurant, il n'a pas été installé au sommet de l'immeuble. Et ça en dit beaucoup. Ouais, il n'est pas déconnecté, il n'est pas clinquant et il sait saisir la ville. De ce point-là, on embrasse le pont qui conduit à l'île, les façades, les quais, on a pile la bonne hauteur pour saisir la poésie, pour en être sans s'y perdre. Vous allez découvrir le portrait d'un homme qui n'aime rien moins justement que la satisfaction d'être au sommet. Comme quoi, on peut rester soi, à la bonne hauteur, alors que sur le papier, du guide rouge notamment, on fait partie des plus grands. Cet épisode a été co-réalisé avec Nathan Cohen. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et vous allez donc découvrir l'histoire de celui qui porte aujourd'hui 6 étoiles entre 2 restaurants, d'un chef qui accueillit les 3 dernières d'un coup et en quelques mois seulement, d'un homme qui place l'humain au centre de tout et fait du cœur celui de son attention. Voici l'histoire d'Arnaud Donquel. J'ai grandi un environnement à la fois urbain et à la fois rural. Rural parce que j'étais très souvent chez mes grands-parents dans un corps de ferme avec des familles autour qui était assez important et une famille qui vivait, on était à fleur de l'autarcie, c'est-à-dire que récolte de pommes de terre à l'année, la boisson, le cidre, le beurre, un vrai potager pour nourrir tout le monde. On se situe en Normandie, entre Rouen et Forges-les-Eaux. Catenay, Martinville, château de Martinville, direction Dieppe. Une partie de mon éducation a été faite par mes grands-parents paternels. Ils étaient dans les céréales, le lin, mais aussi dans le lait. Ça, c'est côté paternel. Et côté maternel, mon grand-père maternel était marchand de bestiaux, ce qu'on appelle un herbager, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe que de l'élevage du bovin. D'accord, et marchand de bestiaux parce qu'il élevait, il amenait à l'abattoir avec une forme de folie sur le bien-être animal. C'est-à-dire que les vaches, il les amenait en abattoir, mais il a amené les premiers avant que les autres qui se débrouillaient, ils dormaient sur place pour pas que les animaux sentent le stress. Parce qu'il voulait pas entendre la masse arriver au bon matin, voilà. Donc il les amenait beaucoup plus tôt pour que déjà les vibrations du tracteur et de la remorque de la bétaillère se sentent pas, qu'ils aient le temps de se détendre pour la qualité de la viande. Donc quand vous faites ça, c'est que vous êtes un peu habité, quoi. Ouais, c'est pas commun. J'ai un parrain qui était maraîcher dans le Loir-et-Cher. Donc j'ai été entouré d'une famille où on met vraiment d'abord les pieds dans la terre. Mon papa était un charcutier traiteur, lui plutôt à Mantes-la-Jolie. Il a commencé sur les bordures de Rouen. Son entreprise a été très florissante. Et il s'est mis à faire du traiteur à un moment donné dans sa vie et il s'est beaucoup aidé des recettes pour prendre en compétence. Il s'est beaucoup aidé des livres et des recettes de grands chefs. Donc j'ai été baigné un peu là-dedans et on faisait aussi beaucoup de tables.
Donc très jeune, j'ai fait beaucoup de tables, ce qui a un peu nivelé mon parcours, mon palais, voilà. Et mon père était un merveilleux professionnel. Il avait une très belle entreprise. Ils étaient vraiment nombreux, mais il était très artisan. Il s'est usé à la tâche comme jamais, jusqu'à, je pense, s'affaiblir physiquement. Je l'ai vu, voilà, il travaillait 6/7. Voilà. Bon, en plus, il était chasseur, donc l'hiver, le 7e jour, c'était plus du repos, c'est la chasse. Même si on peut dire que c'est du repos, c'est quand même physique. Et puis, après la chasse, il faut débiter. Mais c'était un énorme travailleur et ce qui m'a beaucoup plu, mon père était quelqu'un d'assez le yin et le yang, c'est-à-dire qu'il était dur au mal, très dur au mal, mais il avait une manière humaine avec ses équipes qui était assez extraordinaire. J'ai souvent des petites anecdotes là-dessus, c'est que mon père, il avait avoir beaucoup de staff. En 25 ans, il a commencé à 2, ils ont fini, ils étaient plus de 35, 45 même. Et il a dû perdre à peine une dizaine de salariés donc c'est assez rare. Et ma mère appelait mon père Biquette et tout le monde appelait mon père Biquette, quoi. Donc l'axe patron approche salariale, c'est un management déjà très affectif. L'ISMEX réussite, elle était construite de la sueur et de ses salariés, et il avait un respect considérable pour eux, et il avait une manière de leur rendre qui était assez incroyable, quoi. Moi, j'ai une enfance complexe, hein. J'ai échec scolaire sur échec scolaire. Mon père, pour peut-être un peu me punir, à 12 ans, il me met dans son laboratoire à la plonge les week-ends. Et en fait, j'étais dans un environnement d'adultes. Quand les jeunes ont 19, 20 ans, 21 ans, quand t'as 12 ans, t'as l'impression d'être avec des grands. Et mon père faisait à l'époque des repas le soir pour Capgemini les week-ends. Et mon kiff, c'était d'aller avec eux le soir. On faisait à l'assiette. Et en fait, de cette punition-là, moi, j'ai pris mon premier couteau de cuisine. J'avais 12 ans. Voilà, je mettais déjà des coups de couteau dans des petits cochons de lait. Voilà, je suis allé déjà débiter du gibier. J'avais 12 ans. Et en fait, d'une punition est venue une espèce de plaisir. Mon père avait un petit bureau en bois. Vous voyez, un petit bureau en bois, donc à 80 cm, pour qu'on est assis dans un bureau en bois. Mais pour un petit gamin de 12 ans, c'est un poste de travail où on se tient debout, où on peut découper. Et il m'avait mis une petite caisse de Porto qui m'avait clouté avec mes petits couteaux alignés, avec un petit torchon au fond, ça faisait petit tiroir. Ouais, c'est une punition qui était quand même pour le coup c'était mon bien... poste. Et en fait, c'était une punition, et pour lui, c'était peut-être de sentir un peu ma présence parce qu'il me voyait pas beaucoup. Et donc voilà, j'ai côtoyé les samedis à faire des petits plateaux de décoration, voilà, et le vendredi soir partir tard, rentrer. Vous savez, quand vous avez 12-13 ans, vous rentrez à minuit avec des adultes. Et que vous avez dressé, que vous avez eu ce feu, et puis qu'après, pendant que les gars prennent une bière, ils vous font une petite grenadine, et puis que vous rentrez dans la voiture avec eux. D'un seul coup, vous avez pris 20 ans, quoi. Enfin, vous avez pris de l'âge, et en fait, moi, c'est des moments qui me plaisaient énormément. Mon père avait 2 conversations dans sa vie: la chasse, la cuisine, basta. Et il avait une admiration pour ce métier. En fait, on se rend pas compte, mais on parle d'éducation, on parle, je sais pas comment dire, mais moi j'ai le sentiment qu'on fait surtout une impression. Vous voyez ce que je veux dire, l'imprimante. Voilà. Et sincèrement, j'ai des souvenirs immuables de ça. Et quand j'ai eu pour la première fois 3 étoiles, je sais que c'est voilà. Au moment où j'ai appris ça, le lendemain matin, je sais que quand j'ai mis mon magnétoscope en arrière, ce que je me suis imposé à Saint-Tropez a tellement été dur que je me dis que ce qui a permis physiquement que je fasse ça, c'est certainement, c'est même sûr, c'est le magnétoscope en arrière de dire à mon père: un jour
j'en serais, quoi. Comment ça évolue après, dans l'adolescence et tout? Parce que là, on a l'impression que vous trouvez une espèce de perspective récréative, stimulante. Alors, il y a eu deux axes, parce que j'ai fait aussi du kayak. Et du kayak, j'étais en bon niveau. J'étais médaillé de France, cadet, junior, avec des copains qui ont fait les Jeux Olympiques, des familles très modestes et extraordinairement de cette modestie. J'y ai retrouvé des valeurs absolument exceptionnelles. Familiale, parce que des fois c'était un peu difficile de mon côté, parce que mes parents étaient très pris. Et mon père m'a dit, tu sais, Arnaud, va falloir quand même que tu... Enfin voilà, l'école ça va pas. Bon, ok. J'étais persuadé que je pense sincèrement que j'avais la capacité physique de pouvoir aller beaucoup plus loin. Je l'ai écouté. Donc j'ai fait ma première année d'apprentissage. Je l'ai fait avec ma dernière année de canoë-kayak. À 23h30 après le service, j'allais courir 1 heure. L'après-midi, pendant la coupure, je faisais du sport. J'étais à Paris. Le samedi, dimanche, je faisais 4 entraînements en 2 jours. C'était un truc de dingue. Le matin, à 7h, je me levais, je faisais du sport. Malgré les journées déjà Donc j'ai toujours eu cette capacité à absorber les horaires, on va dire. Et mon maître d'apprentissage a accepté à ce que je ça. Et en plus, il fallait que je paye ma chambre de bonne, qui était à Paris. Donc, après l'école, quand j'étais sur la quinzaine d'école, il fallait que je travaille le soir. Donc, voilà, pour rémunérer en échange. Ça démarrait avec une forme de densité. Ouais, très forte. Franchement, vraiment. C'est quoi les premiers souvenirs là, parce qu'on passe dans un milieu professionnel, enfin, on découvre une sphère. Qu'est-ce que vous gardez de ces moments-là? Le trac, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que t'as pas voulu prouver quelque chose à ton père? Est-ce que t'as pas voulu, là tu étais sûr de ce que t'as fait? Et mais bon, beaucoup de caractère. Je suis parti, donc je ferai pas marche arrière. Aider les autres, moi je m'occupe de moi. J'ai eu la chance de faire dans l'ensemble que des très très belles rencontres qui ont pu que m'élever à les regarder en fait et à les écouter. Donc j'ai eu un chef d'apprentissage exceptionnel qui s'appelle Jean Chandriot chez Prunier, qui avait 2 étoiles, donc Prunier rue du Faux, pas Prunier Traquire. On avait là un chef extrêmement humble, très discret, qui était un magicien humain. Qui était en plus une cuisine un peu plutôt sudiste. Voilà, on travaillait les oursins, les rougets, les tomates. Voilà, il avait quelque chose de très sudiste dans son train. Il était de Collioure. Donc la première année, je faisais le personnel. Et là, c'était incroyable parce que je pouvais pas rêver de mieux. Parce qu'on m'a donné le Grégoire Essonnier et on m'a dit, voilà, tous les jours, tu fais à manger pour le personnel et la soupe de poisson. Et donc, il y avait plus d'une 50aine de personnes à nourrir. Le dimanche, le vendredi, c'était le poisson, mais ça pouvait être aussi les œufs. Mais quand c'était les œufs, c'était les œufs individuels dans les poêles. Donc les omelettes roulées, les œufs au plat, on pouvait faire des mousses, on récupérait, on faisait des mousses, on fait des boudins blancs de volaille, on faisait... c'était incroyable. Donc il y avait le second et les chefs de partie qui nous accompagnaient pour faire ce personnel, et on faisait le Grégoire Essonnier. Donc un apprentissage à côté du Grégoire Essonnier pendant la première année, c'est un cadeau béni. C'est un cadeau béni parce qu'en fait c'est le solfège. Prendre des petits filets de dorade, de les rôtir, faire une tchatchouka, tu vois, faire une omelette espagnole, et pas pour 5 personnes non plus, parce qu'il y avait quand même du monde. Faire un potage cultivateur, et on faisait les œufs cocottes, mais tous les jours. Donc tu fais repas du déjeuner, repas du dîner, et si tu avais envie de rester le soir, tu restais le soir et tu fais le service. Moi, je faisais tous les services. Voilà. Je partais à 11h, je faisais tous les services, et je me suis vite fait retrouver aux cuissons.
Et la deuxième année de l'apprentissage, on remontait là-haut et je remplaçais déjà rapidement des chefs de partie, des commis pour qu'ils prennent les samedis et tout ça. Et donc, j'étais avec un chef extraordinaire. Je me suis senti comme un petit frère en fait. C'était incroyable. Alors peut-être parce que j'étais le seul apprenti à dormir sur place, donc voilà, c'était ça crée des liens bien évidemment quoi. Vous voyez, on me donnait des choses, on me guidait et vas-y. Donc j'étais dans un truc où je suivais un collectif très encadré et ça j'avais besoin de ça en fait. Je pense que c'était le métier idéal pour moi parce que moi j'étais un peu fou. Moi j'ai une scolarité, quand je dis calamiteuse, c'est calamiteuse. Vous avez un enfant qui se fait dégager de 2 écoles la même année, ça inquiète. Ça inquiète, quoi. Et je crois que heureusement qu'il a su ils ont su me serrer. Et je pense que c'est le métier idéal parce que c'est pas l'armée, mais il y a une forme de créativité et en même temps il y a une forme, voilà, on est dans un métier où tous les sens doivent marcher, mais en même temps on doit rentrer quand même à l'époque on rentrait dans un. Ouais. Quand même, c'est très cadré, ça. C'est très carré, quoi. Voilà. Et on répond pas, on avance. Et puis en face de toi, tu as des gens qui ont du répondant aussi. Technique, courage, abnégation, rigueur, tout ça. Et ça, je pense que c'était plaisir. Et ça, je pense que c'était le bon cocktail pour vous. C'est ce qu'il me fallait pour moi, ouais. Je fais mon CAP BEP, ça marche bien. Je dois faire un bac professionnel et je finis mon contrat d'apprentissage le 20 juin. Et il me reste 2 mois avant de retourner. Je devais aller chez Dutournier à l'époque, en bac professionnel. Et en face de la charcuterie de mes parents, il y a la boucherie de Georges Guérard, qui était la boucherie des parents de Michel Guérard. Et donc, moi, j'étais bercé par Michel Guérard, mais vraiment bercé. J'ai toujours entendu parler de Michel Guérard par mon père. Les livres de Michel Guérard ont toujours eu une place particulière dans mon père. Et donc, j'ai dit, tiens, ça serait extraordinaire que j'aille chez Michel Guérard. Par le biais de connaissances, je rentre comme stagiaire chez Michel Guérard. Comme ça, pendant les 2 mois plutôt de vacances, je mets un pied dans un 3 étoiles, en stage, sans prendre de risque avant mon bac. Et là, en fait, ça se termine que j'ai un coup de foudre, que je dis, finalement, je retourne pas à l'école, je reste là. Ils m'ont embauché. Et j'ai vraiment bien fait parce que je me suis, et c'était extrêmement dur, mais j'ai rencontré une équipe solide. J'y ai rencontré mon épouse. Donc c'est aussi une trame importante de ma vie. Et j'y ai rencontré un cuisinier d'une poésie absolument extraordinaire. Et ça a été un moment très 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 fort. Ça a été un moment où en fait tout a porté mes convictions que j'avais vraiment fait le bon choix. Cet homme-là, on a beaucoup de choses en commun. J'aime le dessin, je dessine beaucoup les plats. Il le constate, il le remarque. Quand je rentre, je suis très jeune. Donc comme je suis très jeune, je n'ai pas cette barrière. Donc, très peu de gens parlaient à Michel, à part ses chefs et ses sous-chefs. Ouais. Et moi, en fait, cette barrière, Pas de filtre. Chef, ça me plaît. Chef, ceci. Alors, les gars me regardaient comme ça. J'avais pas vraiment de filtre. Et c'était une époque aussi où ça cassait beaucoup. Le staff de maison était dur. Et on voyait les gens partir tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'était une maison très physique. C'est une époque aussi. Ouais, c'est une époque. Et c'est troublant de se dire ça parce que quand on pense à Michel Guérard, auquel on attribue tous une forme de bienveillance, de gentillesse, de douceur. Ça change à rien. C'est fou d'imaginer que dans sa maison, il y ait une ambiance qui puisse être. Je parle de 25, mais c'est pas une ambiance. C'est que c'était une maison. Il fallait être armé. En 25 ans, il s'est passé une évolution absolument. Une révolution. Il était comme tout le monde, et c'est une révolution. Et il fait partie de ces gens qui ont accompagné cette révolution aussi.
Donc, mais à l'époque, c'est dur. Ça veut bien dire que sa bienveillance était là. Mais à l'époque, c'était une maison dure parce que les modèles économiques étaient très différents. Et puis, c'est une maison où les investissements étaient considérables et qu'à un moment donné, tout ça, ça se comptait. Et puis, on parlait de temps de travail. Avant, on disait c'est pas dans le temps de travail, t'es pas passionné. C'est une autre époque. Maintenant, on a une autre vision de la passion. Hein, ça, on n'a pas la même carte postale de la passion. Et donc moi j'étais bien et je me suis retrouvé très rapidement responsable de poste, quoi. Donc 20 ans j'étais déjà responsable au poisson, j'étais 20 ans et 6 mois j'étais chef de partie au garde-manger, j'ai même été responsable de la ferme aux Grives et j'ai fini chef associé. Qu'est-ce qui s'imprime de sa cuisine en vous? En quoi elle résonne? La liberté d'expression. La liberté de l'expression, une espèce... les mots, la délicatesse des mots qu'il utilisait en cuisine, la délicatesse dans laquelle on était bercé, le raffinement, une forme d'élégance, le milieu champêtre. Vous savez, on parle d'un seul coup, on a l'impression qu'on a une cuisine proche de la nature parce qu'on fait du boulgour, de l'épeautre, parce qu'on fait des herbes, de potager. Michel Guérard, en 76, il avait déjà son potager. Michel Guérard, en 76, tu prenais déjà tes ciseaux et t'allais le matin au potager cueillir la verveine, le thym. Enfin, clairement, c'était déjà inscrit. Et les verveines et les thym, les mélisses, les citronnelles. Mais Michel Guérard, il avait déjà cette poésie et cette côté floral. La cuisine française, avant lui, elle était encore marquée par l'estragon, la ciboulette et le persil. Mais Michel, il a amené tout ce floral. Il a donné de la poésie à la ruralité, au côté champêtre, la cuisine au feu de bois, fumée, mijotée. À la base, il est pâtissier, il n'est pas dans les idées reçues de la formation cuisinière, et en fait, ça a libéré les espaces. Il a amené cette notion de poésie, de travailler sur son environnement rural. Qu'est-ce qu'on peut en faire de beau ? Comment je peux ressortir de cette terre quelque chose d'élégant et de raffiné ? C'est toute la force de Michel Guérard. Ça, vous le dites tout de suite, déjà, je le vois. Mais j'ai une culture où mon papa m'a appris. Cette culture des souvenirs des goûts, des souvenirs des différents chefs. Donc, je le rencontre vraiment très, très, très rapidement. Et en fait, j'ai compris que la singularité, on pouvait déjà la capter sur son propre environnement personnel, de ce qui nous entoure avec un compas. Maintenant, je suis là. Les échecs, on les stoppe. Maintenant, tu as une deuxième chance, il faut que tu la saisisses. Tu es heureux dans cet environnement-là. Ok, tu as une frustration de kayak. Ok, tu as une frustration d'école. Tu n'es pas fait pour rester assis. Mais il y a une piste. Maintenant, il y a une piste. Maintenant, tu es en mouvement, tu y es. Et en plus, la part créative est quelque chose qui me plaisait. Et donc, finalement, j'avais tout, quoi. J'avais le rythme, beaucoup de rythme, ça me plaisait. Toujours hyper actif, ça me plaisait. Un cadre, de la création et en plus, encadrement. Donc là, j'avais trouvé vraiment chaussure à mon pied.